Bienvenue sur la chaîne Philosophie avec Marie. Dans ces capsules, je vous propose de courts extraits de livres à saveur philosophique. Aujourd'hui, je vous parle de Jean-Jacques Rousseau, né en Suisse en 1712. Je vais lire des extraits de son livre Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. J'espère que vous apprécierez Jean-Jacques Rousseau autant que je l'ai apprécié à l'époque où je l'ai découvert. Comment connaître la source de l'inégalité parmi les hommes, si l'on ne commence pas par les connaître eux-mêmes? Et comment l'homme viendra-t-il à bout de se voir tel que l'a formé la nature, à travers tous les changements que la succession des temps et des choses a dû produire dans sa constitution originelle, et de démêler ce qu'il tient de son propre fond, d'avec ce que les circonstances et ses progrès ont ajouté ou changé à son état primitif? Je conçois dans l'espèce humaine deux sortes d'inégalités. L'une que j'appelle naturelle ou physique parce qu'elle est établie par la nature et qui consiste dans la différence des âges, de la santé, des forces du corps et des qualités de l'esprit ou de l'âme. L'autre qu'on peut appeler inégalité morale ou politique, parce qu'elle dépend d'une sorte de convention et qu'elle est établie ou du moins autorisée par le consentement des hommes. Celle-ci consiste dans les différents privilèges dont quelques-uns jouissent au préjudice des autres, comme d'être plus riches, plus honorés, plus puissants qu'eux ou même de s'en faire obéir. Le cheval, le chat, le taureau, l'âne même, ont la plupart une taille plus haute, tous une constitution plus robuste, plus de vigueur, de force et de courage dans les forêts que dans nos maisons. Ils perdent la moitié de ces avantages en devenant domestiques, et l'on dirait que tous nos soins à bien traiter et nourrir ces animaux n'aboutissent qu'à les abattardir. Il en est ainsi de l'homme même. En devenant sociable et esclave, il devient faible, craintif, rampant, et sa manière de vivre molle achève d'énerver à la fois sa force et son courage. L'humain, s'éloignant de la nature, rend non seulement sa vie plus difficile, mais devient étranger à lui-même. Je ne vois dans tout animal qu'une machine ingénieuse, à qui la nature a donné des sens pour se remonter elle-même et pour se garantir jusqu'à un certain point de tout ce qui tend à la détruire ou à la déranger. J'aperçois précisément les mêmes choses dans la machine humaine, avec cette différence que la nature seule fait tout dans les opérations de la bête, au lieu que l'homme concourt aux siennes, en qualité d'agent libre. L'un choisit ou rejette par instinct et l'autre par un acte de liberté. Ce qui fait que la bête ne peut s'écarter de la règle qui lui est prescrite, même quand il lui serait avantageux de le faire, et que l'homme s'en écarte souvent à son préjudice. C'est ainsi qu'un pigeon mourrait de faim près d'un bassin rempli de meilleure viande, et un chat sur des tas de fruits ou de grains, quoique l'un ou l'autre pût très bien se nourrir de l'aliment qu'il dédaigne, s'il s'était avisé d'en essayer. C'est ainsi que l'homme dissolu se livre à des excès qui leur causent de la fièvre et la mort, parce que l'esprit déprave les sens et que la volonté parle encore quand la nature se tait. Tout animal a des idées puisqu'il a des sens. Il combine même ses idées jusqu'à un certain point, et l'homme ne diffère pas à cet égard de la bête, pas plus ou moins. Quelques philosophes ont même avancé qu'il y a plus de différence de tel homme à tel homme que de tel homme à telle bête. Ce n'est donc pas tant l'entendement qui fait parmi les animaux la distinction spécifique de l'homme que sa qualité d'agent libre. La nature commande à tout animal et la bête obéit. L'homme éprouve la même impression, mais il se reconnaît libre d'acquiescer ou de résister, et c'est surtout dans la conscience de cette liberté que se montre la spiritualité de son âme. Car la physique explique, en quelque manière, le mécanisme des sens et la formation des idées, mais dans la puissance de vouloir, ou plutôt de choisir, et dans le sentiment de cette puissance, on ne trouve que des actes purement spirituels, dont on n'explique rien par les lois de la mécanique. Mais quand les difficultés qui environnent toutes ces questions laisseraient quelques lieux de disputer sur cette différence de l'homme et de l'animal, il y a une autre qualité très spécifique qui les distingue, et sur laquelle il ne peut y avoir de contestation. C'est la faculté de se perfectionner. Faculté qui, à l'aide des circonstances, développe successivement toutes les autres et réside parmi nous, tant dans l'espèce que dans l'individu, au lieu qu'un animal ait, au bout de quelques mois, ce qui sera toute sa vie de son espèce au bout de 1000 ans, ce qu'elle était la première année de ces 1000 ans. Pourquoi l'homme seul est-il sujet à devenir imbécile? N'est-ce point qu'il retourne ainsi dans son état primitif, et que, tandis que la bête qui n'a rien acquis, qui n'a rien non plus à perdre, reste toujours avec son instinct? L'homme, reperdant, par la vieillesse ou d'autres accidents, tout ce que sa perfectibilité lui avait fait acquérir, retombe ainsi plus bas que la bête même. Plus l'humain civilisé connaît le confort, moins il est en mesure d'apprécier ce qu'il a. La privation en devient beaucoup plus cruelle que la possession n'en était douce, et l'on était malheureux de les perdre sans être heureux de les posséder.
Il est très difficile de réduire à l'obéissance celui qui ne cherche point à commander. Et le politique le plus adroit ne viendrait pas à bout d'assujettir des hommes qui ne voudraient qu'être libres. Mais l'inégalité s'étend sans peine parmi des âmes ambitieuses et lâches.